Alors, il faut savoir une chose concernant les conflits intra-salafis qui, sous de nombreux aspects, sont des conflits d'ordre anthropologique ou du moins qui ont une dimension plus ou moins importante des conflits d'ordre anthropologique. Et là, nous allons en donner deux grands exemples avec deux grandes règles. La première grande règle, c'est qu'il faut distinguer entre une règle et son application. Il faut distinguer entre théoriser une question et son application sur le terrain. Il faut distinguer entre la théorisation d'une question de la part d'un shir et ça fait toi. Et malheureusement, à cause de cet amalgame, eh bien, des incompréhensions naissent et malheureusement des conflits naissent. Bien sûr, on peut expliquer cet amalgame, ce raccourci, pour des raisons psychologiques, c'est-à-dire que c'est par un biais cognitif qu'on refuse de distinguer les deux, sous prétexte que l'application des règles venant de tel shir, c'est que forcément elles sont conformes à la vérité et que donc aller à l'encontre des décisions de ce shir, c'est une manière de refuser l'existence de ces règles. Voilà auquel raccourci aboutit cette dissonance cognitive. Ça, c'est un premier point. Le second point, là je suis dans le résumé, c'est des choses que j'explique en détail par le passé. Le second point, que la plupart des divergences, elles sont plus sur la forme, ou en tout cas deuxième exemple, que sur le fond. Dans le sens où, en ce qui concerne de la science du jarh ta'dil, eh bien, la divergence entre savants, elle est plus purement formelle. C'est-à-dire que les uns, ils disent que la science du jarh ta'dil existe, de la critique des rapporteurs, elle existe encore à notre époque, et d'autres qui nient la chose, mais en réalité les deux disent la même chose, avec des mots différents. Les uns disent, ou en tout cas ils disent la même chose, c'est-à-dire qu'ils ils partent du même postulat, c'est-à-dire que les deux parties, ils partagent le même credo, les deux parties, ils épousent les mêmes articles de foi, qui est lié à l'orthodoxie, à l'orthopraxie, et pourtant, ils divergent sur des points subsidiaires d'une part, mais qui sont plus des divergences de forme que de fond. Étant donné que d'une part, qu'il n'est pas faux de dire que la science du jarh ta'dil n'existe plus, dans le sens où si un homme venait aujourd'hui avec une chaîne de rapporteurs qui remonterait jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le domaine du hadith, eh ben cette chaîne de rapporteurs, aussi louable soit-elle symboliquement, elle n'aurait aucune valeur technique. C'est ça de dire que la science du jarh ta'dil n'existe plus. Il y en a même qui disent qu'au IVe siècle ou au VIe siècle, elle n'avait plus lieu d'être. Lorsqu'Ibn al-Jawzi ramène des chaînes de rapporteurs ou d'autres savants de son époque, c'est purement symbolique. Sauf si ces chaînes de rapporteurs, elles remontent à un auteur et qu'on voudrait valider notre propos en disant que un tel m'a rapporté, qu'un tel m'a rapporté, que tel auteur a dit, oui, là, ça ne pose pas de problème. Mais si c'est pour valider un hadith, eh bien, à l'époque d'Ibn al-Jawzi, la science du hadith, elle est purement symbolique. Dans les faits, tout a été compilé et cette science de rapporteur, elle n'a plus lieu d'être à l'époque, c'est-à-dire l'héritage de rapporteur à rapporteur, elle n'a plus lieu d'être à l'époque d'Ibn al-Jawzi.
Et quand bien même symboliquement, il était louable de rapporter des hadiths avec leur chaîne narrative. Ensuite, ce point ne remet pas en question l'idée qu'il faille continuer à réfuter les innovateurs, étant donné que la réfutation aux innovateurs, ce n'est qu'une partie de la science du hadith. Et c'est même qu'une partie de ce qu'on appelle al-jarh wa ta'dil, la critique des rapporteurs. Donc déjà, il y a plusieurs biais cognitifs qui s'accumulent et qui font qu'on a une mauvaise représentation. C'est-à-dire qu'on a une mauvaise représentation de ce qu'est la science du hadith, on a une mauvaise représentation de ce qu'est la critique des rapporteurs, et on a une mauvaise représentation de ce qu'est la réfutation aux innovateurs. Étant donné que la réfutation aux innovateurs, à l'époque de la critique des rapporteurs, elle était, on va dire, infime dans la discipline de la critique des rapporteurs. Ça consiste à dire un tel était chiite, mais la science du hadith, elle ne refutait pas le chiisme. La science du hadith, elle n'expliquait pas les causes de la déviance du chiisme. Elle n'expliquait pas l'historiographie du chiisme. Elle disait un tel est chiite. Elle donnait un jugement. Et donc, c'est une matière qui, la science des rapporteurs, elle est principalement technique. Alors que la science de la réfutation des innovateurs, des hérétiques, elle est plutôt littéraire. La première, elle est plutôt intellectuelle, et la seconde, elle est plutôt émotionnelle. Et là, on a fait un amalgame, on a fait une tchatchouka, et chacun voit midi à sa porte et envisage la chose sous un angle, et ça crée que des dissonances, et ça crée que des incompréhensions et des dialogues de sourds. Donc, avant d'éluder ces questions, il faut les dénouer et expliquer les termes pour se faire comprendre et pour éviter les amalgames. Donc, oui, actuellement, la réfutation aux hérétiques, elle se perpétue à notre époque. Et ceux qui disent qu'elle n'existe plus, ils veulent, à travers cela, une chose principalement, une chose de façon secondaire. La première, c'est de dire que la science pure de la critique des rapporteurs, qui est purement technique, elle n'existe plus. Et de façon secondaire, ils remettent en question la méthodologie rigoureuse des rigoristes que j'appelle protebdir. Donc ils font une pierre deux coups. Mais lorsqu'ils disent qu'il n'y a plus de science de hadith, ce n'est pas uniquement pour fustiger les protebdir. Et c'est aussi parce que c'est un fait réel que d'un point de vue technique, la science des rapporteurs n'existe plus. Cependant, on en a gardé la méthodologie, étant donné que la méthodologie de la transmission des narrations, elle est unique dans l'histoire de l'humanité, et elle est d'une extrême, contrairement à ce qu'en disent certains, elle est d'une extrême efficacité. Et donc, puisque la réfutation des innovateurs, elle a une dimension technique, de la même manière que la critique des rapporteurs, elle a une dimension émotionnelle et dogmatique, eh bien l'un utilise l'autre et inversement. Et donc, pour ce qui concerne de la réfutation la réfutation des innovateurs, ils utilisent les outils techniques de la science du hadith pour notamment dire à quel moment on profite ou non d'un savoir d'une personne, à quel moment il est crédible ou non, à quel moment, comment transmettre l'information, qu'est-ce qui fait qu'une information elle est crédible ou non, et ainsi de suite. Donc cette dimension, elle est purement technique. Et elle fait intervenir une troisième discipline, qui est l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Donc tout ça est imbriqué dans l'esprit de nos coreligionnaires pour en arriver au constat unique, et là c'est un raccourci mais il n'est pas anodin, c'est de faire approuver les opinions de Cheikh Rabia. Ça ne va pas plus loin que cela. Donc, le biais cognitif consiste à assimiler à l'hérésie toute personne qui n'est pas
en adéquation avec les opinions du Cheikh Rabia. Et pour cela, on fait des amalgames entre ce qui relève de la théorisation et du dogme et ce qui relève de son application, d'une part. Et d'autre part, et c'est l'autre point que je voulais aborder, c'est que la plupart des conflits qui naissent entre les personnes d'un même ensemble, toutes confessions confondues, et donc ce phénomène, il est anthropologique, eh bien, ce n'est pas tant sur les idéaux, quoique, mais en ce qui nous concerne ici, on parle d'un groupe homogène, mais qui est composé de trois tendances psychologiques, que sont, on a dit, les modérés, les ultras, les laxistes. Enfin, les rigoristes et les laxistes. Mais si on reste, pour ne pas s'égarer, pour ne pas s'éparpiller, si on reste sur le postulat que les membres de cet ensemble ils partagent le même credo, comme c'est le cas donc avec les traditionalistes musulmans, mais ce n'est pas toujours le cas, puisque c'est un phénomène anthropologique qui a une dimension entre guillemets universelle, eh bien, la première source de division, lorsque le groupe est homogène, c'est sur la façon de traiter les déviants. Et c'est terrible parce que tous les partis sont mus par de bonnes intentions, on va dire grossièrement. Car bien sûr, on peut être mu par ses intérêts, mais on va dire que l'intention qui plane, c'est la défense de la religion. Mais chacun avec une intensité différente. C'est merveilleux comme constat, c'est extraordinaire, c'est en étant extrêmement cynique. Et le fait est que, quand je dis que le but c'est de défendre la religion, mais en vérité chacun paye. Il paye ses manquements à ses devoirs, d'une façon ou d'une autre. Soit au niveau de l'ikhlas, c'est-à-dire qu'il défensait ses intérêts personnels, soit au niveau des péchés, donc s'il aveugle son jugement, soit au niveau de la connaissance de la religion, donc là ce point touche à l'ignorance, et ainsi de suite. Donc il y a des parasites qui font que des tares vont se constituer dans la société, qui vont se transformer en tumeurs, et l'une de ces plus grandes manifestations naissent des conflits entre les différentes factions pour décider du sort des déviants au sein du groupe. C'est extraordinaire comme conclusion. Et il est possible de faire ce constat, bien sûr, avec par exemple, on pourrait appliquer ce constat à la France, même s'il ne s'agit pas d'un groupe homogène, même s'il s'agit d'une société décadente, et à cause notamment de son cosmopolitisme, eh bien, on retrouve quelques réflexes de ce phénomène anthropologique, qui est qu'on se divise au sujet de la façon dont il faut régler, et bien sûr l'enjeu est de taille, les problèmes sociétaux, alors qu'on est d'accord sur le point de départ, et surtout quel sort réservé aux recalcitrants et aux décidents. Donc déjà il y avait eu le débat sur la peine de mort, mais ce n'est pas le seul débat. En tout cas, encore récemment avec l'évasion de Redouane Faïd, il y a eu un débat sur l'état des prisons considéré pour certains laxistes et pour d'autres rigoristes, et donc ce qui est source de conflit. Eh bien, à notre niveau, les salafis, il y a cette problématique qui consiste à régler le cas des déviants, ce qui, bien sûr, provoque, surtout dans un climat de déconstruction de la famille traditionnelle, de la société traditionnelle, et de la vulgarisation de la mondialisation du cosmopolitisme, eh bien c'est source de conflits intra-salafis, alors qu'à la base,
Ces conflits n'ont pas lieu d'être, mais ce sont les manifestations de la tumeur qui extériorisent cet art et ces avatars.